Lors de mon dîner d'anniversaire, ma sœur a annoncé sa grossesse avec mon mari, s'attendant à ce que je m'effondre. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle ricané. Je suis restée silencieuse, j'ai levé mon verre pour porter un toast, et j'ai révélé une vérité choquante au soudain, leur monde a volé en éclats. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, et lors de mon propre dîner d'anniversaire, ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte de l'enfant de mon mari. Avant que je vous raconte comment j'ai révélé une seule vérité qui a fait voler leur monde en éclats, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Ils pensaient avoir le contrôle. Debout, au milieu de l'Ivory Room, le plus beau restaurant où j'ai jamais mis les pieds, sous le regard de tous mes amis et de ma famille. Ma sœur, Lorraine, avait posé la main de façon théâtrale sur son ventre naissant. Mon mari, Marc, avait la sienne sur son épaule, une image de solidarité suffisante. Nous sommes une famille maintenant, ricana Lorraine, des mots conçus comme un poignard dans mon cœur. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je pleure, que je fasse une scène. C'est ce que j'étais toujours censé faire. J'étais l'émotive, la fragile. Marc me regardait avec cette fausse expression de pitié qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Toute la salle retenait son souffle, attendant l'explosion. Mais elle n'est jamais venue. Je suis restée silencieuse. J'ai pris une lente gorgée de mon pinot noir, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour tout le monde sauf pour moi. Puis, j'ai levé mon verre, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Ils pensaient que c'était leur pièce de théâtre. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi qui avais écrit le scénario. En grandissant, j'ai toujours été la responsable. Lorraine était l'enfant chéri. Quand elle a voulu la robe de princesse à 1000 $ pour le bal de promo, mes parents ont encaissé une obligation d'épargne. Quand j'ai eu besoin d'aide pour un manuel scolaire pour un cours universitaire avec mention, j'ai eu droit à une leçon de morale sur la nécessité de trouver un petit boulot. C'est moi qui réparais les choses, celles qui étaient stables, fiables, et donc considérées comme acquises. Ils ont confondu ma stabilité avec un manque de passion, mon calme avec de la faiblesse. C'était leur première erreur. Le sol s'est dérobé sous mes pieds 6 semaines avant ce dîner d'anniversaire. C'était un mardi. J'ai pris l'iPad familial pour chercher une recette et j'ai vu une notification de mail. C'était de Lorraine, adressée à Marc. L'objet n'était que 2 mots, notre plan. Mon sang s'est glacé. Je savais que je ne devais pas regarder. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, mais je le devais. J'ai ouvert l'email. Tout y était. La liaison, exposée avec des détails nauséabonds. Mais c'est la fin de l'email qui m'a rendu physiquement malade. Un plan pour annoncer la grossesse à mon dîner d'anniversaire, pour utiliser l'humiliation publique afin de me forcer à un divorce rapide et discret où il pourrait tout prendre. Lorraine écrivait, elle sera trop brisée pour se battre. Elle ne se bat jamais. J'ai laissé tomber l'iPad. Le craquement qu'il a produit sur le carrelage a fait écho à la fêlure dans mon propre cœur. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte, pressant mon dos contre elle comme pour retenir le monde extérieur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ouvert la bouche et laissé échapper un souffle silencieux et rauque, alors que la vie que je pensais avoir s'évaporait sous mes yeux. Ce fut le seul moment de faiblesse que je me suis permis. Un seul cri silencieux. Puis le chagrin s'est durci en quelque chose de froid et de tranchant. Il s'est durci en rage. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie, Jessica. Jess, ai-je dit, ma voix stable. C'est arrivé. Quoi? Non, Émilie, où es-tu? Sa voix était empreinte de panique. À la maison, ai-je dit. Mais je ne vais pas pleurer. Je vais tout réduire en cendres. Mon esprit s'est mis en marche, reliant des points que je n'avais même pas réalisé être là. La liaison était un symptôme. La maladie, c'était les mensonges. Et le plus gros mensonge de tous avait commencé plus d'1 an auparavant. Nous essayions d'avoir un bébé depuis des années. C'était la seule chose que je voulais plus que tout. Finalement, après mes supplications infinies, Marc a accepté de faire des tests. Il est allé seul dans une clinique, Northwood. Il est rentré ce soir-là et a livré la performance de sa vie. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, me caressant les cheveux, me disant que ce n'était pas ma faute. Le docteur a dit que ce n'est pas moi, et avait-il murmuré, sa voix épaisse de fausse sympathie. Il a dit que tout va bien pour moi. Ça doit venir de toi.
Il m'a laissé porter ce fardeau pendant 1 an. Il m'a laissé croire que j'étais brisé. C'était une cruauté que je ne pouvais même pas concevoir. Mais maintenant, son mensonge était sur le point de causer sa perte. Jess, ai-je dit au téléphone quelques jours plus tard, j'ai besoin des vrais résultats de la clinique Northwood d'il y a 1 an. Et M, c'est protégé par la loi HIPAA, c'est une forteresse, a-t-elle dit. Jessica était assistante juridique, elle connaissait les règles. Je suis sa femme, ai-je dit, la voix dure. Il doit y avoir une clé pour cette forteresse. Il y en avait une. Il a fallu 2 semaines d'appels téléphoniques, des formulaires de consentement signés que j'ai trouvés dans ces vieux dossiers, et un peu d'ingénierie sociale habile, mais nous l'avons eu. Un email a atterri dans ma boîte de réception avec une pièce jointe PDF. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine cliquer sur la souris. Le rapport s'est chargé. J'ai fait défiler le jargon médical jusqu'au résumé en bas de page. Le patient présente une motilité de spermatozoïdes nulle. Diagnostic, azoospermie. Stérile. Le mot flottait là, sur l'écran. Il n'était pas seulement un tricheur. C'était un monstre. Le mensonge était si parfait, si total, que je me suis demandé sur quoi d'autre il mentait. Cette pensée est devenue une obsession. S'il pouvait mentir à ce sujet, il pouvait mentir sur n'importe quoi. Mon esprit est revenu au jour où il avait soi-disant payé pour ces tests coûteux. Ça a coûté des milliers d'euros, et M, avait-il dit. Des consultations de spécialistes. J'ai consulté nos relevés bancaires communs de ce mois-là. Il n'y avait aucun paiement à la clinique Northwood. Pas un centime. Mais il y avait un retrait en espèces. Un gros. 20 000 euros. Mon estomac s'est noué. Il ne s'agissait plus seulement d'une liaison. J'ai engagé un détective privé le lendemain. Un homme plus âgé et discret qui ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à un détective. Je me fiche qu'il me trompe, lui ai-je dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. Je sais qu'il le fait. Je veux que vous suiviez l'argent. Découvrez où sont passés ces 20 000 euros, et tout autre argent qui ne colle pas. Il a livré son rapport 2 semaines plus tard. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le détective avait retracé l'argent jusqu'à un compte écran que Marc avait créé. De là, c'était un flux constant de paiement à Lorraine, pour son loyer, sa voiture, ses sacs de créateurs. Mais la pièce finale fut le coup de grâce. Un virement unique de 200 000 euros provenant du compte de dépenses professionnelles de Marc, de l'argent détourné vers une société de titres de propriété. C'était la compte pour une nouvelle maison. Une maison qui était maintenant au nom de ma mère. Ce n'était pas une trahison. C'était une conspiration. Mon propre mari, ma propre sœur, et ma propre mère. Et dans mon sac à main, je tenais les 2 choses qui allaient tout faire s'effondrer, son rapport médical et le rapport financier du détective. Ce qui nous ramène au dîner. Le silence dans le restaurant était assourdissant après l'annonce de Lorraine. Je me suis levé, tenant mon verre de vin. À la famille, ai-je dit, ma voix résonnant avec une clarté qui m'a surprise moi-même. Et à la vérité. J'ai sorti de mon sac un simple morceau de papier plié. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou poli vers Marc. Il l'a regardé, confus. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix méfiante. « Ça, ai-je dit, en m'assurant de parler assez fort pour que toute la table entende, c'est la vérité de la clinique Northwood. Datant de l'année dernière. » J'ai vu la couleur quitter son visage. Il a su instantanément. Lorraine regardait son visage, puis le mien, son sourire triomphant s'effaçant enfin. Le plus gros mensonge, ce n'était pas que tu couches avec ma sœur, Marc, ai-je dit, ma voix glaciale. C'était que tu aies un jour prétendu pouvoir être père. Un halètement collectif a parcouru la salle. Le visage de Lorraine, qui rayonnait de victoire quelques instants auparavant, s'est crispé en un masque d'horreur pure. Ses yeux se sont posés sur Marc, puis sur son propre ventre, la réalité de mes paroles s'abattant sur elle. Marc a commencé à bégayer, tu ne peux pas. Mais je n'avais pas fini. J'ai tourné mon regard vers ma mère, qui me fixait, bouche bée. Et maman, ai-je dit, ma voix s'adoucissant pour devenir encore plus dangereuse, cette maison est charmante. Mais quand l'entreprise de Marc terminera son enquête pour fraude sur les 200 000 euros manquants, ils vont vouloir la récupérer. C'était ça. Le deuxième coup. Le chaos a éclaté. Marc s'est jeté par-dessus la table,
son visage une masse tordue de rage et de panique. « Sorcière » a-t-il hurlé. La sécurité du restaurant était sur lui en une seconde, 2 hommes costauds l'éloignant de la table alors qu'il se débattait et jurait. La fin parfaite de mon mariage, une implosion publique, humiliante et bien méritée. Au milieu du chaos, alors que ma mère commençait à sangloter et que Lorraine restait là, catatonique, j'ai calmement ramassé mon sac à main. Jessica était déjà à mes côtés, une main protectrice sur mon dos. J'ai commencé à m'éloigner. Lorraine, sortant de sa stupeur, m'a attrapé le bras. Sa poigne était désespérée. « Émilie, s'il te plaît » gémit elle. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis de nouveau dans ses yeux terrifiés. Je me suis dégagé. Mes derniers mots pour elle n'étaient pas colériques. Ils étaient juste définitifs. Je garderai mes « s'il te plaît », ai-je dit, la voix neutre. Et j'appellerai Ryan. Il mérite de savoir qu'il va être papa. Puis j'ai tourné les talons et j'ai quitté ce restaurant avec Jessica. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi, étouffant les bruits de la vie que je laissais derrière. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon d'avocats et de paperasse, mais la rupture a été nette et sans bavure. 6 mois plus tard. Je suis dans un atelier de poterie, dans un autre quartier de la ville. Mes mains sont couvertes d'argile humide et je ris, d'un vrai rire profond. Jessica est là avec moi, essayant sans succès de centrer une motte d'argile sur son propre tour. Alors, le divorce est final, demande-t-elle en m'envoyant un petit bout d'argile. Depuis mardi, dis-je en souriant. Son entreprise a généreusement payé pour un accord à l'amiable. Il s'avère qu'ils préfèrent vraiment ne pas laver leur linge sale en public au tribunal. Mon téléphone vibre sur la table à côté de moi. Je m'essuie les mains et le prends. C'est une alerte info d'une chaîne locale. Le titre dit « L'ancien cadre financier Mark Peterson condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds ». Il y a une photo granuleuse de lui, menotté, emmené par la police. Je la fixe un long moment. Je ne ressens rien. Ni joie, ni satisfaction. Juste du calme. Il est un chapitre d'un livre que j'ai déjà fini de lire. Je pose le téléphone, écran vers le bas, sur la table et je me retourne vers mon tour de potier. Maintenant, dis-je à Jessica en faisant tourner la roue à nouveau, où en étions-nous? J'ai un petit balcon dans mon nouvel appartement. Il donne sur le lac. Dessus, j'ai une orchidée que j'ai sauvée du rayon des sols d'une jardinerie. Elle était abîmée et ses fleurs étaient parties, mais j'ai vu la vie qu'il y avait encore en elle. Je l'ai soignée pour qu'elle reprenne des forces. Ce matin, j'ai vu un nouveau bourgeon. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui étais brisé, celle qui ne pouvait pas grandir. Mais je n'étais pas brisé. J'étais juste planté dans le mauvais jardin. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, et je suis toujours en chemin. J'aimerais vous demander, avez-vous déjà vécu un moment qui semblait être une fin, mais qui s'est avéré être un nouveau départ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire a résonné en vous, je vous serais très reconnaissante de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires. Cela aide vraiment la chaîne. À la prochaine.